Caser pour Mac Journal 77. Nous sommes en direct de la conférence sur l'olympisme à Nanteuil-les-Monts. Et cette conférence va bientôt commencer. Surtout sur des jeux qui étaient quand même particuliers et uniques avec les attentats, ça n'a pas dû être facile pour se concentrer. Non, pas facile parce que en fait, peut-être plus les demi-finales, il y avait toujours un jour de repos à ce moment-là dans la semaine d'athlée. Et donc, imaginons que la demi-finale ait lieu un mercredi. Le jeudi, c'était le jour de repos et la finale avait lieu le vendredi. Donc, je fais une demi-finale correcte, je me qualifie sans problème, etc. Et le jeudi, jour de repos. Et donc, on était dans le village et puis on sent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. L'ambiance était particulière. Donc, en allant au restaurant pour prendre le petit-déj, on ne pouvait pas y aller, on voyait qu'il y avait des policiers, et très rapidement on nous a appris qu'il y avait l'attentat et on ne pouvait pas sortir du village. Donc je suis resté la totalité de ce jour-là à l'intérieur du village. Et pendant ce temps-là, on suivait les infos à la télé, quoi. Comme malheureusement les terroristes qui pouvaient voir où étaient placés les tireurs d'élite. Et je dois dire que les Allemands, mais c'est pas de leur faute, ont été complètement dépassés parce qu'ils s'attendaient vraiment pas du tout à ça et ils comptaient justement sur Munich pour rattraper Berlin, pour rattraper les Jeux de Berlin 36, Hitler, etc. Et donc pas du tout préparés à ce qui allait arriver. Et on se souvient très bien que par exemple des tireurs qui étaient tireurs d'élite, ils étaient en survêt pour se déguiser en athlète mais avec des chaussures de ville, quoi. En général, dans un village olympique, un type qui a un survêt avec des chaussures de ville, bon, ça dénote un peu. Et puis, brutalement, en fin d'après-midi, il y avait un hôtel qui donnait à la fois sur le village et sur les parkings, sur l'extérieur du village. Et c'est là où avaient les toubibs et les masseurs avaient pris toute une suite, un appart dans l'hôtel et on se faisait masser. Et puis brutalement, d'un seul coup, on a entendu un gros bruit. En fait, c'était des hélicoptères. On est allé sur le balcon. On a vu 2 hélicoptères qui ont atterri. Et puis ensuite, un bus qui est arrivé avec des couvertures sur les vitres. Et puis, c'était les Fedayines, les terroristes qui ont descendu, qui ont négocié avec la police. Et puis petit à petit, on a vu que les mitraillettes dans le dos, tous les otages sont passés du bus dans les hélicoptères, puis ensuite les hélicoptères sont partis, et on pensait que là c'était réglé, quoi, tout le village a ouvert, etc. Et puis c'est à l'aéroport qu'il y a eu le drame, où je ne me souviens plus exactement ce qui s'est passé, mais ils sont tous morts, quoi. Fanny, ça sera notre première invitée qui va bientôt monter sur scène. Elle a 30 ans. Elle est du coin. Ses parents étaient du coin, du pays de Lourdes. Alors elle est née avec des parents très très sportifs. Son père Walter a fait les Jeux Olympiques à Los Angeles et sa maman Jeanne, elle, a fait les Jeux Olympiques à Séoul en disque. Il y en a un qui lançait le marteau et l'autre le disque. Elle a 2 sœurs, Audrey et Juliette, qui sont aussi sportives de haut niveau. Elle est mariée aussi avec un sportif de haut niveau qui joue en national à Laval. Et c'est la régionale de l'étape. Je vous demande d'accueillir la Nanteuillaise Anne-Cécile Soufani. Allez, reste à côté de moi. Oui. Denis Troche, lui, il est né au Blanc-Ménil. Il a commencé sa carrière à Villeparisis, donc juste à côté. Après, il a beaucoup voyagé. Il a fait comme joueur professionnel le Restart, le PSG, le PFC, le Racing. Il s'est blessé au poignet et il a passé ses diplômes d'entraîneur très tôt. C'était le plus jeune entraîneur de France. Il a fait donc sa carrière d'entraîneur au Matra Racing avec Arthur Georges, le fameux Arthur Georges, c'était les 2 moustaches du football français. Le Matra Racing, Charleville, le PSG, il est retourné Amiens, Laval, Le Havre, c'est un grand voyageur, le PSG, Laval, Troyes et Niort. Et il a la particularité d'avoir continué ses études sans arrêt pour aller beaucoup plus loin. Et il est devenu préparateur mental avec les athlètes de très haut niveau.
le vélo par exemple, avec la Française des Jeux, Bouygues, et puis bien d'autres, il nous le détaillera peut-être tout à l'heure. Il est devenu directeur général de H-Corp Performance, Monsieur Denis Troche. Alors, Guy Dru, on va simplifier un peu, sinon on en a jusqu'à 23 heures. Le palmarès, on l'a dit. Donc, lui, il est né à Oigny, dans le Nord. Et c'est le Pas-de-Calais, oui. Les nordistes, là, oui. Dans le Pas-de-Calais, oui, c'est exact. Et lui, il était dans le pays minier, vraiment. Donc, il a débuté vraiment dans ce pays-là, alors que toi, tu étais de Tancrou, un petit village. Marie-sur-Marne. Ah, Marie-sur-Marne, oui, pareil, les villes parisiennes, une plus grosse ville. Hein. Donc, c'est trois choses différentes au niveau de la géographie. Il a passé son diplôme de prof d'éducation physique. Hein. On verra tout à l'heure comment était l'enseignement ou s'il a enseigné. Je ne crois pas, Guy. Ah oui. Pas besoin de défiler pour la retraite, il n'a pas enseigné. Impeccable. Donc, il est devenu maire, par contre, de Coulommiers, 16 ans. Donc, ça, c'est pas rien. Hein. La carrière a bifurqué. On verra comment tout à l'heure. Député et ministre des Sports de 95 à 97 et également membre du CIO. Voilà, beaucoup de choses. Une vie vraiment bien remplie et une vie vraiment richement remplie. Monsieur Guy Dru. Il reste des blessures de... Hein, exactement. Pareil. Tout à l'heure, on discutait des blessures avec Denis. Pareil, footballeur, professionnel, c'est pas évident. Il n'y en a qu'une qui n'est pas blessée pour l'instant, c'est Anne-Cécile. Oui, on touche du bois. Voilà, donc on va commencer cette discussion en balayant un petit peu la vie de chacun. Une petite parenthèse, c'est une réunion qui va avoir le mérite, je pense, d'être vraie, quoi. On va parler vrai. Et bon, au lieu d'employer le vouvoiement, on va employer le tutoiement, parce qu'on se tutoie, donc c'est pas la peine de tricher d'entrée. Et j'ai juste une petite anecdote par rapport au tutoiement. Je me rappelle avec Guy, quand il était passé ministre, je ne sais pas si ça rappelle, je ne savais pas trop quoi faire, quoi. Donc je l'avais vouvoyé, il m'avait répondu sagement, bah, t'es cinglé ou quoi, tu me tutoyais il y a 15 jours. Ce qui prouvait qu'il était vraiment très très simple, et c'est vrai que le tutoiement peut être aussi très admiratif, mais employer le tutoiement, hein. Tu m'autorises? D'accord, c'est parti. Un athlète, c'est un tout. Mais avec le tout, il y a le commencement. Et le commencement, c'est peut-être chez l'homme, chez la femme, le plus important, avec l'enfance. Et on va commencer à parler de l'enfance. Donc tu parlais du Pas-de-Calais. Quelle était ton enfance, Guy? Et quel enfant étais-tu dans ton village à Oigny? Heureux, d'abord. Un enfant turbulent. Et j'ai eu la chance de naître à Oigny parce qu'il y avait... c'était en plein pied minier, quand j'ai connu les mineurs, etc. Devant ma maison, c'était le coron du moulin. Et le jardin public, en quelque sorte, c'était le stade. Donc tous les gamins s'y retrouvaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Tes parents ne travaillaient pas dans la mine, hein, je crois. Hein, Mon père a commencé dans la mine, mais ensuite il a pris l'épicerie familiale. D'accord, ouais. C'est marrant comme image parce que la mine d'un côté et la lumière après, tu étais en lumière, était revenu à Oigny. Ah oui, bien sûr. Lorsque tu as sorti, qu'est-ce que ça t'a fait, le gosse Guy qui revient avec sa médaille? Quelle était l'émotion un petit peu? C'est toujours un plaisir immense. Et j'y retourne, ils m'ont fait l'honneur en plus de baptiser le stade de mon nom, c'est le stade qui est à Oigny maintenant. Et donc ça s'est passé il y a quelques années. Et c'était une émotion très très forte, vraiment très forte, parce que j'ai retrouvé tous les vieux ceux qui étaient vieux à l'époque sont morts malheureusement, mais ceux qui avaient mon âge à l'époque, ben, ils ont mis aujourd'hui. Donc, mais de les retrouver comme ça des années plus tard, c'est quand même assez exceptionnel, quoi, parce que je faisais partie intégrante et j'ai toujours été très fier d'être le fils d'une gueule noire. Oui, c'est très joli, très très joli, avec une histoire. Bon, il y a toute une histoire autour de ça. Bien sûr. Et je m'imagine que
revenir en champion par rapport au genre, ça a dû être une fierté terrible, quoi. Terrible, terrible. Oui, surtout que comme il m'avait torché, quoi, pratiquement, j'avais pas intérêt à la ramener, quoi. C'était pas le champion olympique, c'était pas le ministre, c'était Pitou. Donc, bonjour monsieur, bonjour madame, je suis content de vous retrouver, quoi, c'est tout, c'est ça. Puis, mais émotionnellement, très très fort. Des grands moments. Anne-Cécile, le village de Marie-sur-Marne, c'est un tout petit village. Quelle était ton enfance dans le petit village? Est-ce qu'il y avait un stade? Comment tu as un petit peu vécu ton enfance? J'ai eu une enfance très heureuse, très heureuse aussi. J'étais très bien entourée par mes parents, mes sœurs et puis tous les amis avec qui j'allais à l'école, parce que comme c'est tout petit, en fait, tout le monde se croisait tout le temps. L'école était à 50 mètres de chez moi, donc on se voyait tout le temps. On a une grande place à Marie où il y a la mairie, il y a l'église, donc c'était notre parc à nous. On se retrouvait là tout le temps après l'école. Et jusqu'au jour où mon père a réussi à créer un club d'athlétisme à Lizy-sur-Ourcq. Et puis à partir de là, voilà, je passais un peu moins de temps dehors et un peu plus de temps au stade, mais sinon, je retrouvais mes amis de la place de l'église, je les retrouvais à l'entraînement le mercredi et le samedi après-midi. Donc une enfance très heureuse aussi, baignée par le sport et plein de bienveillance. Franchement, j'ai très bien grandi là-bas. On était bien à Marie. Le gosse que tu étais, mon cher, je sais pas, t'as l'œil qui frise. Je suis sûr que t'es un gosse qui était un petit peu, je dis pas turbulent, mais comment ça se passait à l'école, par exemple? Allez. Donc moi je suis né à Parisis, donc dans les cités HLM de Normédine Yémen. J'ai une enfance merveilleuse, je sautais partout, je courais partout, et je me suis rendu compte que c'était essentiel. Aujourd'hui je me rends compte que si on veut se retrouver, il faut aller chercher l'enfant qu'on était dans les années entre 6 et 10 ans, et on est sûr de ne pas se perdre, parce qu'on est l'enfant libre, on est la personne qui est en adéquation avec elle-même. Et donc à l'époque, je courais partout, je vais tout dire, j'étais plutôt voleur, tricheur, menteur, mais ça s'est arrêté à 16 ans et demi où ma mère m'a pris entre quatre yeux et m'a dit « Toi mon fils, plus jamais de ma vie je te croirais ». Depuis ce jour-là, j'ai plus triché, plus volé, plus menti. Bon, cette fois, j'espère que je n'ai pas tué l'ambiance. Non, tout va bien, rassurez-vous. Pareil, turbulent un petit peu, t'étais plein de vie. On m'appelait Brice-Fer, c'était mon surnom. Brice-Fer, parce que oui, plein de vie. J'ai jamais su marcher en fait. J'ai tout de suite appris à courir. Et je me souviens, enfin, mes plus vieux souvenirs, c'est toujours en action, quoi. Pour aller faire les courses, pour aller chercher le pain, pour aller chercher la viande. Je courais, il y avait 200-300 mètres à faire, mais il fallait que je cours. Et le soir, bon, à la maison, on avait un petit pré derrière. Et on n'arrête pas de jouer, quoi. Il y avait les arbres, c'était les buts de football, parce que mon père étant footballeur, et mon grand-père, donc j'ai commencé à aller au foot. L'Ovalie n'avait pas passé la loi encore à cette époque-là. Et puis ensuite, bon, l'athlétisme, et pareil, quoi. On se faisait nos Jeux Olympiques dans le jardin avec les gamins du coron. Anne-Cécile, quand est-ce que tu as choisi de faire du rugby? C'est venu assez naturellement ou comment c'est venu dans une famille où on faisait de l'athlétisme, quoi? Le rugby s'est imposé à moi. On m'a clairement imposé le rugby et pendant 2 ans j'ai fait les deux. J'ai continué l'athlé et je faisais du rugby en universitaire avant de céder complètement et de passer au rugby. En fait, en athlé, j'étais à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire que j'étais pas assez forte pour faire des sélections en équipe de France, mais j'étais quand même assez forte au niveau national. Donc j'arrivais pas à passer ce cap, à franchir ce cap. Et en arrivant au rugby, en fait, j'ai vu une opportunité de faire du haut niveau, parce que moi, c'était vraiment mon objectif de vie, c'était faire du haut niveau. En athlé, ça aurait été l'idéal. Et quand j'ai vu cette porte s'ouvrir dans le rugby, je me suis dit, pourquoi pas au moins tenter, pour ne pas avoir de regrets. Donc j'ai fait pendant 2 ans les deux. Et à un moment donné, il a fallu faire un choix. Et le rugby, en fait,
enfin vraiment ce que ça m'a apporté, ce que j'ai découvert, et les filles avec lesquelles je m'entraînais, en fait, elles m'ont aidé à faire ce choix, parce que passer d'un sport individuel à un sport collectif, déjà c'était pas forcément évident. Trouver sa place dans un collectif, c'est d'autant plus difficile. Et en fait, une fois qu'on a notre place et qu'on est bien installé, ben, on se rend compte que je me suis rendu compte en tout cas que c'était vraiment l'univers dans lequel je voulais évoluer. Et j'ai lâché l'athlé, et j'ai bien fait, parce que assez rapidement après j'ai été contactée pour faire l'équipe de France moins de 20 ans, et puis après ça s'est assez vite enchaîné, donc le choix je l'ai absolument pas regretté, mais ça a été difficile à prendre comme décision. C'est marrant parce qu'il y a un choix aussi. Guy il parlait de perche tout à l'heure, de course de haie, et toi il y a eu le 15 ou le 7. Comment ça s'est fait, cette transition entre le 15 et le 7? Tu as commencé à 15, je crois. Ouais, j'ai commencé à 15, et après, pareil, je pense que j'ai surtout pas eu le choix, parce que finalement, à 15, rapidement, ils m'ont dit, bon écoute, tu manques un peu d'expérience, donc retourne en club, joue en tout cas pour pouvoir postuler un peu plus tard. Et en club, à la fin de l'année, donc à peu près vers cette période-là, en mai-juin, il y a un mini championnat à 7, et c'est là que j'ai découvert le 7, et je me suis dit mais ouais, c'est ce que je veux faire en fait, il y a de l'espace. Moi qui venais de l'athlé, c'était chacun son couloir, mais il n'y avait pas trop de monde non plus sur le côté, donc à 15 il y avait beaucoup trop de monde pour moi, et vraiment dans le 7 je me retrouvais, et je retrouvais un peu cette sensation d'athlète que j'avais quand il fallait courir vraiment dans son couloir, et c'est là où j'ai trouvé un peu le bon compromis du coup entre l'athlé et le rugby. Et le 7 est venu à moi, ça s'est vraiment présenté comme une évidence à partir du moment où j'ai passé mon premier tournoi à 7, je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai un souvenir vraiment très très marquant, c'était en 76, j'avais la chance d'être moniteur d'ado à Villefort en Lozère, moniteur de canoë-kayak, et on revenait de Villefort, donc le séjour était fini, il y avait une ambiance dans le car très calme, parce que tout le monde dormait, les ados avaient fait la fête la veille, et aussi les moniteurs de colonies de vacances. Et donc j'étais avec un ado qui était passionné par le sport et qui habitait à côté du village de Guidru. Et donc il m'a demandé si je pouvais pas aller demander au chauffeur de mettre la radio. Nous avons mis la radio, enfin le chauffeur, et on a vibré, c'est 13 secondes 30, on a vibré comme jamais. Et l'ado était vraiment enthousiaste, il s'est levé d'un bond quand il était champion olympique. Bon, il n'y avait pas les ceintures de sécurité, on s'est même embrassé, et l'ado, Jean-Charles, oui, il s'appelait, a entamé la Marseillaise. Et le car qui dormait mais profondément, tout le monde s'est réveillé à chanter la Marseillaise. C'était un brouhaha. Alors il y en a qui se réveillaient, ils ne savaient pas que Guidru était champion olympique, mais ils étaient là pour faire du bruit. C'était un brouhaha. Je suis allé voir le chauffeur, je lui ai demandé de baisser le son parce que c'était plus la peine d'écouter. Et il m'a eu cette réflexion qui m'a marqué en me disant, je ne sais pas quel moniteur vous êtes, mais en tout cas, vous mettez un sacré bordel, vous êtes le champion là-dessus. Et je lui avais juste répondu, le champion, c'est pas moi, c'est Guidru. C'est Guidru. Est-ce que vous pensez que l'olympisme en 2024 est toujours l'olympisme? Il a un peu évolué avec le temps. Disons que ça se rapproche quand même de ce que j'ai connu. Ça fait Oui. quand même une cinquantaine d'années que j'ai commencé, donc c'est toujours la même chose, il y a toujours l'esprit. Et quand on discute avec les athlètes, oui, il y a quand même une grosse différence de génération, mais l'état d'esprit est le même. Donc ça, c'est l'esprit olympique. Et ce qui va se passer comme nouveau sport, là, il y a plusieurs, j'ai vu nouveaux sports. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouveaux sports? Alors, c'est un nouveau sport, le rugby à 7. Alors, à votre avis? Mais ça va être une grosse découverte pour tout le monde, donc pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de divergences d'idées à ce niveau-là, et franchement, ça va être de la découverte, et c'est ça aussi l'esprit des jeux, donc ça reste du sport, et on attend du beau spectacle, donc pourquoi pas. C'est des jeux, c'est ouvert à toute discipline. Ouais. Donc ça évolue au fur et à mesure des années, il faut s'adapter aussi, et là les nouvelles disciplines font partie de la nouvelle génération, donc pourquoi pas. Et supprimer le karaté. On m'a pas demandé mon avis. Bon, le rugby à 7, j'étais avec Bernard Lapassé parce qu'il a été à l'époque, et c'était un bon compagnon, et c'est lui qui a été avec Jacques Roch, qui était président du CIO à ce moment-là, et qui a beaucoup travaillé justement pour l'introduction du rugby, le retour du rugby, mais à 7 pendant les Jeux. En revanche, d'autres disciplines comme le breaking par exemple, bon, là, privilégier ça par rapport au karaté, bon,
C'est pas mon truc. Maintenant, les jeunes aiment ça. Mais mettre le champion olympique, par exemple, de breaking à côté de Carl Lewis ou de gens comme ça, quelque part, ça me gêne un peu. Mais enfin, on verra, de toute façon. Moi, je suis un homme du passé maintenant. Vous êtes nantoyaise? Oui, depuis peu, ouais. Mais j'ai toujours été Seine-et-Marnaise et puis avec les études, le sport, j'ai beaucoup bougé et finalement j'ai toujours voulu revenir dans la région et l'occasion se présentait de revenir à Nanteuil-les-Maux. Et alors en fait, vous faites du rugby et vous avez eu des médailles. Oui, on a eu quelques médailles, notamment à San Francisco en 2018, on a fait vice-championne du monde. Il y a 2 ans, on a été championne olympique et les filles ont fait, moi j'y étais pas, mais l'année dernière elles ont fait 3e au championnat du monde aussi. Aussi? Ouais. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui va se passer aux Jeux Olympiques de Paris là? Ce que j'en pense, moi j'ai hâte, j'ai seulement la vision de l'athlète, donc moi mon objectif premier c'est de performer à Paris. Après tout ce qui va se passer autour, je ne vais pas dire que ce sera anecdotique parce que ça va être quelque chose d'énorme, mais disons que c'est pas forcément ce sur quoi je me centre pour le moment. Et ça se passe où le rugby à 7? Alors ça va être au Stade de France cette Ah oui, au Stade de France. Ouais, c'est super. Ah bah, ça va être extraordinaire. Ouais. On espère le remplir, il va falloir revenir. Comment vous allez suivre les Jeux? Moi? Oui. Dans les gradins, bien sûr. L'olympisme qui représente énormément de choses pour moi, et notamment quand on voit Guy Dru, pour moi c'est ma jeunesse, c'est des moments historiques. On se rappelle... Oui, par la force des choses, c'est Montréal, c'est un exploit français, c'était Colin Besson avant, c'est toutes ces choses-là, et ça a bercé ma jeunesse. Et je crois qu'aujourd'hui le sport continue, depuis tout âge, j'ai pu apprendre un métier dans le monde du sport, j'ai pu faire un autre métier derrière grâce au sport. Et je crois que le sport, qu'il soit professionnel ou olympique ou amateur, ça reste le sport. Le football, le problème c'est que c'est trop professionnel peut-être, non? Trop professionnel. Moi j'ai commencé le football par la passion. C'est la passion qui m'a amené à devenir professionnel. Ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Maintenant on a des parents de jeunes qui sont mondialistes, qui ont gagné la Coupe du Monde en 98, les parents. Donc ils pensent aussi que leurs gamins peuvent en faire un métier. Et donc on oriente aujourd'hui les jeunes sur un métier alors que le sport doit rester une passion et essentiellement une passion. Oui, parce que normalement les Jeux Olympiques c'est de l'amateur. C'est que de l'amateurisme et c'est le sport, c'est le vrai sport. C'est celui qu'on aime tous, celui que l'on a tous pratiqué en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant qu'adolescent. Et c'est celui qui reste aujourd'hui. Moi, ce qui me reste, c'est le sport, c'est pas mon métier. Ce qui reste aujourd'hui, c'est le fait que j'ai pu profiter, j'ai pu jouir du football, que j'ai pu travailler du football, enseigner le football, transmettre des valeurs et des émotions à toutes les personnes qui étaient autour de moi. Et donc ça reste le football amateur. Et c'est celui-là, je crois, qui est quand même représenté aux Jeux Olympiques? Le football amateur? Non. Ou le sport amateur? Ou les valeurs? Ouais. Oui, bien sûr. Quand même. Ces choses-là. Heureusement qu'on s'échappe pas trop du vrai sport. Celui qui nous fait briller les yeux, celui qui nous donne des médailles. Même si c'était une médaille en chocolat, on serait content de la gagner. Et je crois que ça reste essentiel pour un gamin, pour un adolescent, pour un adulte ou pour une personne qui est un petit peu plus âgée comme moi, c'est-à-dire qui a besoin de profiter du sport quel qu'il soit. Cet événement se prépare et que la France va accueillir les Jeux Olympiques, c'est exceptionnel. Je crois que plusieurs générations avaient essayé auparavant et n'avaient jamais eu. Aujourd'hui, ils sont chez nous l'année prochaine et que Nanteuil est terre de jeux et a le label terre de jeux. Et Nanteuil se devait d'organiser quelque chose en rapport avec l'olympisme, avec ces jeux, pour commencer à sensibiliser les gens sur l'arrivée de cette compétition qui est la plus regardée au monde, je crois. Oui, c'est sûr. Mais terre de jeu, c'est quoi? Terre de jeu, c'est un label que les villes ont obtenu, les villes de plus de 500 habitants, qui relaie la parole olympique et le message olympique dans toutes les villes et dans toute la France. Et donc, tous nos événements sportifs sont siglés Terre de jeu. D'accord. Donc l'année prochaine, par exemple, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux Jeux Olympiques? Par exemple, dès fin juillet, nous accueillons la caravane des Jeux Olympiques. Il sera à Nanteuil fin juillet, je n'ai plus la date en tête, je crois que
aux alentours du 23, avec toute une journée où les jeunes, les enfants de 3 ans pourront venir se sensibiliser au sport olympique, mais il y aura aussi la culture, puisqu'il y aura une petite pièce de théâtre également. Vous voyez, donc on s'inscrit dans ce schéma pour sans arrêt, et à motiver les gens pour qu'ils ne passent pas à côté de cet événement magnifique. Le comité olympique a créé Terre de Jeux, un label Terre de Jeux qui nous a réunis, puisque Nanteuil est siglé et Terre de Jeux. Et à travers ce terme Terre de Jeux, eh bien, nos événements sportifs, il y a la course à pied, il y a les courses cyclistes, il y a un tas de choses qui sont siglées Terre de Jeux et qui vont prendre place tout au long de l'année. Anne-Cécile prépare les Jeux, entre autres. Et puis les deux autres, Guy prépare les Jeux à gratter, lui. Et Denis joue à la roulette maintenant, parce que c'est ça, il va nous vous expliquer tout ça. En tout cas, fort de cette expérience, je voudrais vraiment vous remercier très chaleureusement d'être là, et puis de partager avec nous vos expériences, votre vie et toutes ces choses que Pascal va mettre en avant.